création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il ressort de différents rapports de structures spécialisées, aussi bien nationales qu'internationales, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, que le secteur de l'immobilier et du foncier est le plus susceptible de servir à investir de l'argent illicitement gagné. D'après ces mêmes rapports, notre pays n'échappe pas à cette tendance, car des immeubles peuvent facilement s'acquérir pour le compte de personnes physiques dissimulées derrière des personnes morales et ou constructions juridiques sans que l'on puisse les identifier clairement. En effet, l'anonymat et l'opacité dans lesquelles se déroulent certaines transactions foncières et immobilières sont de nature à user de ce moyen à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Aussi, suivant les recommandations de ces structures, notamment le groupe d'action financière GAFI, s'avère-t-il opportun de mettre en place un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. C'est à cette fin que le présent décret est adopté. Il consacre la création, auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Le ministre de l'Économie et des Finances prendra les dispositions nécessaires à sa bonne application. S'agissant des communications, mission d'études complémentaires relative à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvié. Dans le cadre de l'exécution d'une précédente mission sur le même objet, il a été demandé de procéder à l'analyse du dossier d'avant-projet détaillé réalisé par la société prestataire. Il en ressort les constats suivants. Aucune étude, budgétisation ou planification n'a été faite pour le raccordement et la collecte des eaux usées provenant des habitations, ce qui signifie que le système ne disposera pas d'affluents à traiter. Le dimensionnement de la station d'épuration des eaux usées est prévu pour 75 000 équivalents habitants pour une population potentielle de Ganvié en 2038. Or, celle-ci actuellement est d'environ 40 000 habitants. La cogénération biogaz ne présentera une valeur ajoutée qu'après un raccordement d'au moins 40 000 équivalents habitants. La gestion des boues après déshydratation n'a pas fait l'objet d'une étude. Cependant, elle peut être utilisée dans l'agriculture sous forme de compost. Au regard de ces constats, il est recommandé qu'une étude complémentaire au dossier d'avant-projet détaillé soit réalisée et prenne en compte le raccordement, la collecte, de même que le traitement des eaux usées. Elle sera assortie d'un cahier de charges d'exploitation et d'entretien du système afférent pour une durée minimale de 5 ans. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la présente mission et instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne conduite. Amnesty International alerte sur un tournant dans l'histoire du droit international sur fond de violations flagrantes des règles par les gouvernements et les entreprises. L'organisation prévient que l'effondrement de l'état de droit risquerait de s'accélérer avec le développement rapide de l'intelligence artificielle qui, couplée à la domination des géants de la haute technologie, pourrait entraîner une multiplication des violations des droits humains si la réglementation restait à la traîne. Il faut dire que le rapport que nous avons lancé aujourd'hui présente la situation des droits humains en 2023 à l'échelle du monde. C'est une situation peu reluisante parce que nous avons noté que le droit international est de plus en plus bafoué, notamment par les grandes puissances et certaines entreprises. Nous avons noté également que l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui pour restreindre un certain nombre de droits pour le commun des citoyens. Nous avons des logiciels espions qui sont utilisés par les puissances publiques pour contrôler les manifestations et ceux qui ne militent pas toujours en faveur d'une meilleure jouissance de droits d'expression pour le commun du public. Selon le rapport annuel 2023-2024 d'Amnesty International, au Bénin,
les droits de l'homme se portent peu bien. Il faut dire que sur la question de liberté d'expression et de réunion, un certain nombre de journalistes dont les cas ont été documentés ont été inquiétés en 2023. Nous avons notamment parlé de Vigile Armancet, nous avons parlé d'Amilola Ayeni, nous avons parlé également de plusieurs autres personnes qui, pour avoir exprimé leur opinion, ont été un peu inquiétés au niveau du Bénin. Alors, au-delà de cette question, il faut dire que nous avons noté que des personnes expulsées dans le cadre des projets d'aménagement du littoral par le gouvernement n'ont toujours pas été dédommagées comme le prévoit le droit international. Et on appelle, à travers le lancement de ce rapport, que quelque chose se fasse en leur faveur. Toutefois, il faut dire qu'on a eu quelques améliorations. Je pourrais dire sur la question du droit à la santé. Des femmes qui ont été retenues dans un hôpital à Cotonou pour n'avoir pas payé les frais d'hospitalisation ont été libérées. Donc c'était une bonne note et on tenait à exhorter le gouvernement à poursuivre sur cette lancée parce que ce n'était qu'un cas ou des cas indicatifs. Il y en a plusieurs autres dans les hôpitaux qui sont retenus dans de pareilles situations. Sans occulter la question de détention arbitraire, dans nos différents rapports successifs ces dernières années, nous avons parlé d'une figure de proue de l'opposition béninoise, notamment Rekiatou Madougou, qui est détenu et au regard de ce que des décisions ou de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, cette détention est arbitraire. Et pour remédier à ces facteurs qui traînent dans la boue les droits de l'homme dans le monde entier, la solution est unique. Il faut d'abord une sensibilité politique pour les questions des droits de l'homme et une sensibilité générale parce que les questions des droits de l'homme concernent et touchent tout le monde. Elles n'ont pas de coloration, ce n'est pas des sujets politiques. Et puisque nous sommes des êtres humains, il faudrait que déjà les hommes politiques soient sensibles à ces questions, que le législateur, mais également les gouvernants, l'exécutif puissent prendre ces questions à bras le corps et savoir que c'est également des questions de développement et travailler. Mais il faudrait également travailler sur le chantier de l'éducation aux droits humains pour que les populations soient mieux informées de ces droits et soient en mesure de les revendiquer, de les réclamer lorsque elles se retrouvent dans des situations compliquées. Il faut noter que des situations d'homicides illégaux, de recours excessif à la force, des droits des femmes et de droits à la santé n'ont pas été occultés. Sur la question du code du numérique, Amnesty International travaille pour de belles réformes afin de permettre aux journalistes, aux web activistes et hommes politiques de s'exprimer librement sans être inquiétés au regard du contenu de ce code. Je pense qu'aujourd'hui, ce que demande cette catégorie d'enseignants dites AME ou aspirants au métier de l'enseignement, ils ne sont pas aspirants, tout le monde sait ça, c'est des gens qui sont pétris d'expérience, des gens même qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, mais qui n'ont eu que leur chance de passer ce test en 2019. Et qui travaillent depuis 5 ans révolus déjà, qui demandent le reversement parce qu'il ne sert à rien de rester dans la psychose. La précarité est la mère de tout ce qu'il y a comme vice. Les gens sont morts déjà dans ce combat-là. Et aujourd'hui, quand les restos, ce n'est que Paris gagné pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs à l'actif du gouvernement. Cela va compter, peser lourd dans le bilan positif du gouvernement. Donc moi, je félicite le gouvernement pour cette mesure à l'encontre des AME. Je supplie également le gouvernement d'acter, c'est vrai, le ministre a dit, ou les ministres en charge des enseignements maternels, primaires, secondaires, que le principe de reversement est acquis. Et qu'aujourd'hui, c'est de la modalité, des modalités qui sont en train de discuter. Moi, je les demanderai, je les supplierai au nom de tous ces enseignants, aux catégories d'enseignants, de reverser purement et simplement tout le monde parce que le besoin se sent. Pour que déjà des projections se fassent à l'avenir sur un nombre d'années donné. Qu'on sache que suffisamment aujourd'hui, on a réglé en un coup plusieurs problèmes. Les problèmes de recrutement d'enseignants, il y en a des chevronnés, des qualifiés dans ce lot-là. Les problèmes de pénurie d'enseignants, les problèmes sociaux et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Que les modalités n'empiètent pas sur telle tranche, telle promotion, parce que tout le monde a passé un test à un moment donné. Le reversement ne dépend pas de celui qui est admis. C'est au besoin. Mais quand quelqu'un est admis dans la base de données et qui peut-être a atteint largement le seuil de réussite et qui n'a pas pour chance, parce que nous connaissons un peu comment évolue le système algorithmique par rapport aux besoins.
ce n'est pas forcément les premiers déployés qui sont les plus en vue, nécessités ou voulus ou désirés. C'est parce que certaines personnes doivent aller quand même pour commencer. Les autres ont patienté. Vous voyez, quand tu es dans un programme et que tu devais y être déjà à la première promotion à l'entame en 2019 et que c'est après 2020 qu'on t'envoie, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, il faut louer aussi la patience et le patriotisme de ceux-là qui ont attendu avant d'être déployés. Et dans le même temps, nous attendons et nous demandons aussi que ceux qui restent, qu'on trouve les formules. Parce qu'il y a aujourd'hui l'affaire de quota qui est là. 28 heures, 26 heures et 30 heures par moment, vous avez, alors que les quotas ne devaient pas dépasser 22 heures. Celui qui est déjà à 30 heures et il devait avoir plus 22 heures, vous voyez qu'il va faire le travail, mais il risque de perdre sa vie tout en voulant faire du mieux. Donc c'est des problèmes sur lesquels nous voulons que le gouvernement se penche. Si déjà, avec cette mesure de revalorisation, on peut déjà penser à mettre en exergue les conditions qui fixent leur contrat de travail, surtout la détermination et le respect strict du quota horaire, ceux-là vont se sentir souples. Comment, dans le même secteur, certains enseignants feraient, par rapport à leur grade, leur statut, 16 heures, 18 heures, 20 heures, 22 heures, et que d'autres aussi, non moins méritants et compétents qu'eux, évoluent jusqu'à 30 heures. C'est qu'il y a des enseignants qui travaillent 2 fois plus qu'une certaine catégorie d'enseignants. Et là, vous allez voir, quand les gens ils meurent, c'est le stress, c'est la fatigue. Parce que préparer 7 classes, 8 classes, pour quelqu'un qui a des cours d'amplitude 3 heures, pour combler 24 heures, il lui faut au moins 8 classes. De quel effectif? Minimum 50, 60. Imaginez le nombre de copies pour un semestre. Au moins 2 ou 3 interros. 2 devoirs. Donc le gouvernement, ce qu'il a fait, nous n'allons pas dire que c'est insuffisant, c'est quelque chose. Mais qu'il sécurise davantage cette catégorie d'enseignants par le décret de reversement. Ainsi, ils se verront totalement liés à une carrière et les mesures subséquentes de leur part aussi se verront définitivement. Donc nous remercions le gouvernement une fois encore et nous lui demandons vraiment de pouvoir acter définitivement le reversement et que le reversement soit acté pour tous ceux-là qui sont admis dans la base de données sans condition de promotion aucune. La 19e édition du Tour cycliste international du Bénin est prévue pour se dérouler du 30 avril au 4 mai 2024. À quelques jours du lancement du premier coup de pédale, le président de la Fédération béninoise de cyclisme et directeur général de Tour, Romuald Khazoumen, entouré de ses partenaires, a organisé ce mardi 23 avril 2024 à la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, une conférence de presse pour préciser les objectifs et parler entre autres des innovations de cette 19e édition. 15 équipes africaines, européennes et américaines, un peloton de 90 coureurs, 6446,470 km pour 5 étapes avec le Grand Prix de Cotonou. Voilà en résumé comment se présente le 19e Tour international cycliste du Bénin, dont le premier coup de pédale sera donné le 30 avril 2024 à Boukoumbe pour un parcours de 125,800 km suivant l'itinéraire Boukoumbe-Djougou. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a laissé entendre que le Bénin, pays organisateur, présente 2 équipes pour la compétition. Il a précisé que les guépards cyclistes béninois travaillent avec un collège de techniciens. Ça fait presque 2 mois que les Béninois sont en préparation parce que c'est une préparation continue qu'on fait, a déclaré Romuald Khazoumen. Il a fait savoir que l'objectif assigné aux coureurs béninois cette année, c'est de rester dans le peloton parce qu'il y a les meilleurs Africains qui sont là et que ces meilleurs Africains sont entre autres les Marocains, les Algériens et autres objectifs selon le premier responsable du cycliste béninois, c'est de faire mieux que l'année passée. Nous n'espérons pas leur arracher la victoire, a-t-il lâché. Précisons que l'Algérie, le Maroc, l'île Maurice, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Sierra Leone, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Nigeria et le Togo sont les 14 pays qui seront présents à la dite 19e édition du Tour cycliste international du Bénin.
Les premiers barils de pétrole produits à Agadem au Niger sont arrivés dimanche à la station terminale de Sémé-Kraté, située entre les villes béninoises de Cotonou et Porto Novo. Ils ont été acheminés via un pipeline de 2000 km, dont 675 km sont sur le territoire béninois. Le Niger rejoint ainsi la liste des pays africains producteurs de l'or noir avec 90 000 barils par jour, garantissant des revenus nécessaires à son économie. Le pétrole nigérien profitera aussi au Bénin qui percevra des droits de transit et de recettes fiscales par quantité de pétrole exporté grâce au pipeline reliant les deux pays. Les États-Unis disent avoir entamé des discussions avec le Niger concernant le retrait des soldats américains du pays. Un contingent d'au moins 1000 militaires déployés sur la base américaine d'Agadez. Ils sont sur le départ à la demande de Niamey qui a jeté son dévolu sur la Russie. Nous pouvons confirmer que des discussions ont été entamées entre les États-Unis et le Niger en vue d'un retrait ordonné des forces américaines du pays. Dans un futur proche, le département de la Défense enverra une petite délégation du Pentagone et de l'US Africa Command pour participer à ces discussions. Des échanges pour les conditions de départ au forceps. En mars dernier, en effet, les autorités de la transition au Niger avaient dénoncé les accords de coopération militaire avec Washington. Nous travaillons avec les partenaires régionaux pour trouver la meilleure façon de garantir que nous pouvons poursuivre le travail que nous avons annoncé pour nos intérêts, mais aussi pour ceux de la région. Les États-Unis utilisaient leur base militaire au Niger pour des opérations contre le groupe État islamique et Al-Qaïda dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont saisi la Cour suprême afin d'annuler le décret présidentiel suspendant les activités des partis politiques et mouvements à caractère politique. Cette suspension annoncée le 10 avril dernier par les autorités de la transition a pour but, selon le gouvernement, de créer les conditions prérequises à un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Dialogue auquel refuse de participer la coalition qui regroupe la quasi-totalité des partis et des organisations de la société civile du pays. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars contestent la prolongation de la transition au-delà de la date du 26 mars dernier. Cette échéance avait pourtant été fixée par les autorités de Bamako elles-mêmes. Ces partis et associations qui exigent aujourd'hui de pouvoir reprendre leurs activités ont constitué un pool d'avocats pour contester un décret qu'elles jugent tyrannique et libertricide. Au Kenya, les habitants de Nairobi sont confrontés aux conséquences des inondations qui ont submergé leurs maisons et causé d'importants dégâts matériels après une nuit de pluie torrentielle. À Ngando, un bidonville, les habitants se sont réveillés en pleine nuit dans le chaos et devaient tenter de sauver ce qu'ils pouvaient. Domita Tienola, une habitante du quartier, se retrouve sans abri. C'est une catastrophe qui s'est produite depuis 11 heures hier soir jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à sauver des gens à Ngando. Nous espérons que le gouvernement prendra des mesures pour aider nos concitoyens. Nos concitoyens souffrent déjà. Et si vous leur dites de prendre leurs affaires et de partir, où iront-ils ? Les autorités kenyanes ont conseillé aux habitants de Nairobi d'éviter les routes inondées, notamment celles menant à la ville côtière de Mombasa. Les personnes vivant près de la rivière Nairobi ont été évacuées. Des coulées de boue ont également été signalées dans l'ouest du pays. Au milieu de ce paysage de désolation, de nombreux habitants ont tout perdu. Ils errent désespérés à la recherche de nourriture et de produits de première nécessité. Nous ne savons plus où donner de la tête. Nous manquons de nourriture pour nos enfants et de vêtements pour nous couvrir. Nos ustensiles ont été emportés et nos maisons sont remplies de boue. Certaines habitations ont même perdu leur tôle. Nous sommes coincés et ignorons quelle est la marche à suivre. Nous avons désespérément besoin d'aide. Au moins 38 personnes sont mortes depuis la mi-mars au Kenya du fait des inondations. De fortes précipitations s'abattent depuis plusieurs semaines sur l'Afrique de l'Est, région en proie aux conséquences du changement climatique.
Le gouvernement rwandais a déclaré ce mardi que son pays était prêt à accueillir des migrants en provenance du Royaume-Uni et a salué la décision du Parlement britannique approuvant ce transfert. Le porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda, estime que le Rwanda est prêt à accueillir ces migrants dans de bonnes conditions. Ce partenariat existe depuis 2 ans et il dispose d'un budget pour s'occuper des migrants à leur arrivée au Rwanda. Il y a de l'argent pour leur hébergement temporaire, pour le traitement de leurs documents. Il y a un budget dédié aux migrants pour assurer leur séjour permanent aux côtés des Rwandais. Tout est prévu et l'argent a été transféré. Tout est en place. Si l'avion de migrants atterrit maintenant ou demain, ils auront la possibilité d'être accueillis, pris en charge, hébergés et bénéficieront d'une assistance médicale si nécessaire. Le Parlement britannique a adopté cette semaine une loi autorisant l'envoi de certains migrants au Rwanda. Ce projet controversé est très critiqué par l'opposition travailliste, par les associations d'aide aux migrants, ainsi que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et la justice européenne. À la décharge de Dandora au Kenya, des chiffonniers fouillent les ordures à la recherche de tout ce qui peut avoir de la valeur. Anne Wangi passe ses journées à la décharge, à la recherche de déchets alimentaires qu'elle collecte pour les revendre à des éleveurs de porcs. Nous récupérons la nourriture qui arrive ici et la vendons aux éleveurs de porcs. Je peux gagner environ 300 shillings, soit 3 $ par jour. Je suis reconnaissante car cela me permet de payer mon loyer, d'éduquer et de nourrir mes enfants. Les déchets alimentaires qui arrivent ici sont essentiels parce que sans eux, nous n'aurions pas de travail. Le monde a gaspillé environ 19% de la nourriture produite sur la planète en 2022, soit 1,05 milliard de tonnes métriques, selon un nouveau rapport des Nations Unies. Henry Ngete, président de la Nutrition Society of Kenya, estime que le problème du gaspillage alimentaire doit être d'abord abordé au niveau de l'exploitation agricole. Le gaspillage alimentaire est une question cruciale à laquelle il faut s'attaquer si l'on veut que n'importe quelle nation dans le monde soit en mesure de garantir sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce problème concerne les agriculteurs car les statistiques montrent qu'environ 811 millions de personnes souffrent de la faim en raison d'un manque de nourriture. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée dans le circuit alimentaire pour diverses raisons. Les chercheurs ont analysé les données nationales relatives aux ménages, à la restauration et aux détaillants. 79 kilos de nourriture par personne et par an sont jetés à l'année dans le monde, soit l'équivalent d'1 milliard de repas gaspillés. Malgré le fait que le gaspillage alimentaire soit en tête de l'agenda mondial depuis quelques années maintenant, il a son propre objectif de développement durable et il est en place depuis 2015. Cela fait donc 9 ans que les pays disposent d'un véritable objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais peu de progrès ont été réalisés. Il faut donc une sorte d'effort concerté pour faire face au gaspillage alimentaire. Car le gaspillage alimentaire est en quelque sorte le symptôme d'un système alimentaire peu viable. Ce rapport sur le gaspillage est publié alors que 783 millions de personnes dans le monde souffrent de faim chronique. Sur le plan environnemental, le gaspillage alimentaire représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement de la planète. Amnesty International affirme que les souffrances endurées par les civils à Gaza et en Ukraine sont le résultat du mépris du droit international de la part d'Israël et de la Russie. L'Organisation de défense des droits de l'homme a également souligné ce qu'elle appelle l'incapacité des États-Unis à dénoncer les violations des droits commises par Israël. Le niveau de violation que nous avons observé est sans précédent. Nous l'avons constaté de façon certaine à Gaza au cours des 6 derniers mois, avec un nombre incroyable de victimes au sein de la population civile, avec l'utilisation de la famine comme arme de guerre et avec la punition collective imposée au peuple palestinien. Nous avons été témoins de formes similaires de violations en Ukraine par la Russie. Amnesty International a également exprimé son inquiétude quant à l'impact de la désinformation sur les élections à venir cette année.
Année 2024 où le plus grand nombre de personnes voteront, nous sommes alarmés par le fait que les gouvernements n'ont pas réussi à réglementer la technologie, ni les grandes compagnies qui dominent le marché du numérique. La traite des êtres humains reste l'une des plus graves violations des droits et Amnesty a vivement critiqué le Royaume-Uni pour son programme concernant l'envoi de migrants vers le Rwanda. Cela survient quelques jours seulement après que 5 personnes se sont noyées en tentant de traverser la Manche depuis la France vers l'Angleterre.